bien, cette formation existe depuis maintenant presque 15 ans dans le cadre du pôle Léonard de Vinci, de Vinci Higher Executive Education. Ce programme, en fait, est ouvert à ceux et celles qui veulent s'engager dans des fonctions de direction d'établissements de santé ou sociaux et médico-sociaux, donc un panel très large allant du secteur hospitalier, des soins aigus, de la rééducation, de la psychiatrie, de l'hospitalisation à domicile, de la dialyse à domicile, mais également dans le champ médico-social du grand âge et du handicap, établissements et services, mais également l'addictologie et l'hébergement et soins, et dans le champ social, bien entendu, le secteur de l'aide sociale à l'enfance, le secteur de l'exclusion, le secteur également des demandeurs d'asile, et plus loin encore le secteur de la petite enfance, donc les crèches et l'accueil des très jeunes enfants. Alors notre campus magnifique, tout neuf, se situe au 47 boulevard de Pesaro. C'est très commode d'accès, c'est sur la ligne 1 du métro, et c'est à peu près à 600 mètres de la station Grande Arche, à côté en fait, en face de l'Arena de la Défense, où on y accède aussi très facilement par la transversale de la ligne A du RER, qui s'arrête à Nanterre-Préfecture, donc après de 300 mètres. C'est une formation qui se déroule sur une année et qui peut se réaliser, c'est le même programme, les mêmes enseignants, mais de deux manières, soit à plein temps, soit en alternance pour ceux qui peuvent s'engager dans ce programme sous la forme d'un apprentissage pour les personnes jeunes de moins de 26 ans ou sous la forme d'une transition professionnelle. Et donc il s'agit d'un titre MBA, non pas parce qu'il aurait une vocation spécialement internationale, ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin de pratiquer l'anglais, l'allemand ou le chinois pour pratiquer cette formation, mais le terme MBA exprime en fait le fait qu'il s'adresse très majoritairement à des personnes qui sont en évolution ou en reconversion professionnelle, donc ayant déjà une expérience de professionnels significative, une expérience d'encadrement. Voilà, et au niveau de la reconnaissance officielle de ce titre, c'est évidemment un titre reconnu par l'État, par l'enseignement supérieur d'une part, et par France Compétences au titre de Registre national des compétences professionnelles. C'est un titre dont la reconnaissance a été renouvelée en 2023 pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire le plus haut niveau de reconnaissance d'un titre de ce niveau. C'est un titre de niveau 7. Ça, c'est l'échelle européenne. Le titre niveau 8, c'est le doctorat. Et en France, la nomenclature française, ça correspondrait à un titre de niveau 1 qui est exigé pour des fonctions de direction d'établissement sanitaire, social et médico-social. Alors, quelles sont les fonctions et missions auxquelles cette formation prépare et quels sont les enjeux du secteur sanitaire, social et médico-social aujourd'hui? Alors, les fonctions sont des fonctions de direction générale. On peut démarrer quand on est plus jeune avec des fonctions de directeur adjoint pour se faire une première expérience et progresser dans sa trajectoire professionnelle. Fonction de management général, ce que je pourrais préciser par là, c'est qu'il existe d'excellentes formations de ressources humaines, d'excellentes formations d'achat, d'excellentes formations de qualiticiens ou de gestionnaires des risques, mais là nous nous adressons à des personnes qui ont un projet d'évolution à un moment donné vers du management général. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Pour les grands enjeux du secteur sanitaire, social et médico-social, je dirais que ces fonctions doivent intégrer naturellement des compétences de gestion, financières, juridiques, stratégiques, des aspects donc techniques, mais plus globalement des enjeux de transformation de l'offre hospitalière, sociale et médico-sociale. Je dirais pour 3 raisons. Une raison qui est liée à l'évolution de la culture, de l'attente du public. On voit bien qu'aujourd'hui, les attentes du public sont d'une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins asymétrique entre les professionnels de santé ou socio-éducatifs et les usagers et leurs aidants. Et donc c'est une transformation profonde de l'offre que de tenir compte des capacités d'agir, des capacités de s'impliquer, des personnes soignées, des personnes accompagnées, ainsi que de leurs aidants. C'est la première transformation en termes de bientraitance et de lutte contre la maltraitance qui est
C'est évidemment un sujet important dès lors qu'on accueille des personnes malades et vulnérables, et la directrice ou le directeur, dans ce contexte-là, joue un rôle à la fois de garant, mais également un rôle très important d'impulsion. Le deuxième enjeu très important, c'est évidemment celui du vieillissement de la population. Le vieillissement est synonyme en fait d'augmentation de la demande de soins, d'augmentation de la demande d'accompagnement, et d'ailleurs c'est un signal très fort pour l'employabilité de celles et ceux qui vont s'engager dans ce secteur. La troisième évolution qui est associée avec la question du vieillissement, c'est le développement des maladies chroniques et de nouveaux modèles de prise en charge. Donc là, ça souligne encore le sujet de la transformation que je voulais souligner. Et enfin, un dernier élément qui me paraît important à souligner, c'est le fait que de nombreux départs à la retraite vont concerner ce secteur sur les fonctions de direction et de direction adjointe, donc ce qui ouvre également un large espace d'employabilité, puisqu'en fait là partent à la retraite les classes très nombreuses de directrices et de directeurs qui ont pris leurs fonctions au début des années 80. Alors, je vois 4 forces principales dans la formation en termes de bonnes propositions pour celles et ceux qui veulent s'engager dans le secteur sanitaire, social et médico-social dans des fonctions de direction. La première, c'est le caractère transversal de cette formation qui permet, sans accident, c'est ce que nous constatons maintenant depuis plus de 10 ans, tant du côté de nos déjà diplômés que du côté des organismes et entreprises qui nous font confiance, la possibilité au terme de la formation d'évoluer à la fois dans le secteur hospitalier, dans sa diversité interne, mais également vers le secteur social et médico-social, vers le secteur privé associatif, le secteur privé de statut commercial, également le secteur public. Même si sur le secteur public, il faut rappeler que ce sont pour les fonctions exécutives, des fonctions auxquelles on accède par concours. Et donc, pour nos diplômés, l'accès au secteur public se fait plutôt sous la forme d'emplois contractuels, mais des emplois contractuels au sein des équipes de direction. Donc, quand on évoque le secteur sanitaire, social et médico-social public et privé, on est devant un secteur immense de presque, aujourd'hui en France, 3000 établissements de santé, 45 000 structures sociales et médico-sociales sur tous les territoires métropolitains et ultramarins. Autant dire que, en ayant fait cette formation, on peut ensuite suivre sa compagne ou son épouse, ou suivre ses intentions d'aller en province, ou plutôt de revenir en région parisienne, suivant les désirs de chacun. L'employabilité en effectif, mais aussi l'employabilité géographique est véritablement assurée avec un secteur d'une telle largeur. Et évidemment, le fait d'avoir accompli un programme de formation qui soit ouvert à la fois sur le secteur sanitaire, social et médico-social ajoute une note complémentaire, puisque celles et ceux qui ont appris la grammaire, le vocabulaire de ces 3 secteurs sont naturellement très bien placés pour évoluer dans leur trajectoire et prendre des fonctions de responsabilité territoriale, voire régionale, voire nationale dans les établissements, dans les groupes dans lesquels ils peuvent évoluer. La deuxième force de ce programme, c'est l'ancrage métier du corps enseignant. Tous les membres du corps enseignant parlent de ce qu'ils font tous les jours. Concrètement, celles qui enseignent la gestion de la trésorerie, la stratégie d'emprunt, la stratégie de bancarisation, c'est une banquière du secteur. Celui qui enseigne la stratégie de couverture en responsabilité civile, en dommages aux biens et aux personnes, c'est un des principaux assureurs du secteur, et ainsi de suite. De même que celui ou celle qui enseigne la stratégie de négociation, de contractualisation avec les autorités publiques, les agences régionales de santé, les départements, c'est un directeur général d'une fondation largement implantée dans le secteur tant hospitalier que social et médico-social en Île-de-France. Voilà, donc un principe professionnalisant qui du coup se décale et complète très bien des programmes académiques. Donc du coup nous accueillons aussi quelques jeunes titulaires des bons M2 de droit de la santé ou de gestion de services de santé ou de gestion de structures médico-sociales. Le troisième aspect, c'est évidemment le grand nombre d'entreprises et d'organismes qui nous font confiance et qui sont autant de bonnes zones d'atterrissage pour les projets d'alternance ou les projets de stage, ça c'est pour commencer dans le cadre du programme, et ensuite évidemment en employabilité à la suite de la diplomation. Pour terminer, le fait d'être un programme déjà ancien, c'est le mérite d'être dans un programme déjà connu et reconnu, avec maintenant près de 650 diplômés
du programme, qui se reconnaissent très bien sur les réseaux sociaux. Je pense naturellement au réseau professionnel LinkedIn, dans lesquels, si on fait MBA D3S Léonard de Vinci, un grand nombre de personnes vont apparaître sur vos smartphones ou vos ordinateurs, et sont autant d'ailleurs de recommandations potentielles pour vous, si vous souhaitez vous engager dans ce programme, prendre des informations, prendre des nouvelles, et vous entendez, en m'écoutant m'exprimer, que je ne suis pas très inquiet sur le très haut niveau de recommandations que notre formation va recevoir de leur part. Le premier point, c'est l'équilibre entre la partie académique et la partie professionnelle, la partie mise en pratique, qui s'exprime à la fois dans le programme de formation à plein temps et le programme à temps partiel. Ceci nous amène sur une autre réalité, c'est que obtenir le titre est évidemment un premier objectif, mais ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est l'emploi dans le secteur, dans les fonctions qui sont projetées de directeur ou de directeur adjoint pour commencer, pour les plus jeunes, n'ayant pas une grande expérience professionnelle ou d'encadrement. Et donc, rien de tel que de faire ses preuves, de se faire connaître et de se faire reconnaître dans cet objectif ultérieur d'employabilité, après le titre, dans le cadre d'une alternance, on est déjà embauché en quelque sorte sous la forme d'un CDD en alternance. C'est déjà un signal très fort de confiance que reçoit l'apprenant, mais il le reçoit aussi un peu grâce à l'inscription à notre programme, il faut le dire. Et c'est également, pour ceux qui sont en stage long, dans la formation à plein temps, sur presque 6 mois, c'est une excellente occasion de faire ses preuves et de tirer opportunité de cette bonne rencontre avec le milieu professionnel pour y montrer ses qualités, son engagement et ses premières réalisations. Le deuxième aspect qui me paraît important de dire, c'est la progressivité. La progressivité des enseignements, où on commence en quelque sorte par le général, la protection sociale, le cadre d'édiction des règles concernant le secteur sanitaire, social et médico-social dans notre pays, pour de fil en aiguille aller sur des dimensions de plus en plus techniques, de stratégie territoriale, de financement, de règles juridiques applicables au secteur, de règles de droit du travail qui s'appliquent à l'employeur, à la négociation sociale avec les partenaires sociaux, pour ensuite aller à la question des droits individuels et collectifs des usagers, aller sur le système d'information, puisqu'aujourd'hui des organisations modernes, sanitaires, sociales et médico-sociales, ont des gros enjeux du côté de la qualité d'organisation et de la fiabilité du système d'information, et puis sa résilience, sa capacité à résister à des cyberattaques, bien entendu. Et je dirais le clou du spectacle, si vous me permettez l'expression, en tout cas la cerise sur le gâteau pédagogique, ce sont les jeux d'entreprise qu'on fait en fin de programme, un jeu d'entreprise médico-sociale et un jeu d'entreprise hospitalier qui permettent en équipe, donc de manière très sérieuse et en même temps un peu ludique, de configurer une vision de synthèse de l'ensemble des enseignements techniques autour d'un cas pratique, d'une mise en situation professionnelle à la fois hospitalière et médico-sociale. Enfin, bien entendu, l'interactivité est de mise avec les enseignants, avec un processus pédagogique qu'on appelle parfois de classe inversée, mais qui renvoie surtout à un schéma volontiers participatif, de travaux en atelier, de travaux en groupe, y compris pour partie pour l'évaluation des apprenants dans ce programme. Et puis j'ajoute aussi que les directeurs pédagogiques, Muriel Jameau, ma co-directrice pédagogique et moi-même en tant que directeur de programme, je dirais, nous avons une expérience avérée du secteur qui nous permet de soutenir nos apprenants parce que notre trajectoire est publique et privée nous a donné un bon trousseau de clés, pour dire les choses de manière un peu imagée, pour ouvrir quelques portes utiles pour nos apprenants. Donc, que deviennent nos apprenants à l'issue de leur formation? Eh bien, un très bon score d'employabilité, hein, parce que près de 70% sont en emploi à bout de 3 mois, avec des niveaux de rémunération déjà tout à fait convenables pour débuter dans le secteur, à hauteur de 55 000 € par an.
Alors naturellement, ça dépend de l'expérience antérieure. Si des personnes ont fait une école de commerce, une école d'ingénieur, ou arrivent avec un bagage d'officier supérieur en retraite active, comme on en a régulièrement, eh bien, le niveau de reconnaissance professionnelle en termes de prise de poste en sortie de formation et naturellement de rémunération peut être un peu supérieur. De même, le secteur hospitalier paye un petit peu mieux que le secteur médico-social, qui lui-même paye un petit peu mieux que le champ social. En tout cas, le niveau de concrétisation du projet professionnel par le truchement de notre programme fonctionne très bien. Il faut savoir sur la question des rémunérations que le secteur hospitalier, social et médico-social en fait repose sur des prélèvements obligatoires, soit des cotisations sociales, soit de l'impôt. Et donc c'est tout à fait naturel que lorsqu'on est financé par de l'impôt, de la cotisation sociale, le niveau des rémunérations n'est pas tout à fait le même que celui ou celle qui conquiert des marchés et qui vit de ce qu'il vend dans d'autres secteurs marchands, industriels et commerciaux. Pour autant, une des grandes forces de ce secteur, et on l'a vu lors de la crise Covid, c'est sa régularité et sa résilience. Ce sont des activités récurrentes. Et tandis que d'autres activités s'effondraient ou fléchissaient, étaient mises en sommeil pendant la grande crise du Covid, ou même pendant la crise des subprimes en 2008, le secteur sanitaire, social et médico-social, naturellement, sert des rémunérations tout à fait honnêtes. Il n'y a pas lieu d'être misérabiliste, mais qui n'est pas à la hauteur à d'autres secteurs de l'expertise et des niveaux de responsabilité exercés. En revanche, le niveau de régularité, la résilience du secteur est très supérieur à d'autres champs, puisque les priorités personnelles des Français, de sondage en sondage, d'année en année, elles sont doubles, c'est la santé et l'éducation des enfants. Voilà. Donc lorsqu'on se préoccupe des questions de santé, l'avenir est assuré. Alors, qu'est-ce que nous adorons chez un candidat ou une candidate et qu'est-ce que nous détestons? Alors, en fait, on déteste personne, notamment dans le champ sanitaire, social et médico-social. On est quand même dans une culture et une tradition d'accueil. Mais je dois dire très franchement qu'il y a des projets que nous ne pouvons pas accueillir. Non pas que nous les détestions, mais c'est juste en contradiction avec nos valeurs et nos principes pédagogiques. C'est les demandes de faire tout le programme en distanciel. Ça, c'est pas possible. On est dans des métiers de relations et on est dans des métiers également où il ne faut pas méconnaître, à côté de la transmission pédagogique des enseignants, une autre forme de transmission extrêmement riche qui est liée à la diversité des parcours des personnes qui nous rejoignent en formation, des soignants expérimentés, des personnes qui viennent de la banque, de la finance, de l'immobilier, de l'hôtellerie. Et on voit bien, et je ne m'arrête dans la liste pour ne pas être trop long, on voit bien tout l'intérêt également que représente cette mixité, cette diversité des origines. Donc il y a une dimension également auto-apprenante qui se joue non seulement avec les enseignants, mais entre apprenants. Et donc c'est une alchimie extrêmement sympathique, très performante. C'est une alchimie pédagogique qui ne peut pas fonctionner en distanciel. Alors, heureusement, le distanciel est très commode quand il y a une grève de transport, ça peut arriver lorsque il y a un problème sanitaire, espérons que ça ne revienne pas avec le Covid quand même, parce que ça a été une sacrée catastrophe et sanitaire et économique pour notre pays, surmontée mais avec beaucoup de difficultés, ou une situation où on a un pet de travers et plutôt que de partager son virus avec ses collègues, c'est bien mieux de rester chez soi et de suivre un enseignement à distance. Tout ceci est possible parce que Léonard de Vinci a remarquablement outillé sa structure pédagogique, son outillage, pour permettre en fait d'avoir des replays, des enseignements qu'on peut le revoir ou y accéder si on est coincé, encore une fois, par une grève de transport ou un enfant malade. Voilà, donc je ne sais pas si on peut dire qu'on déteste, mais on n'accueille pas des demandes de formation en mono-distanciel, si j'ose dire. Distanciel ponctuel, oui, bien sûr, sur autorisation. Alors qu'est-ce qu'on adore, qu'est-ce qu'on apprécie beaucoup chez les apprenants? C'est ceux qui ont réfléchi à leur projet et qui se sont documentés et qui ont été au-delà, qui par exemple ont pris des renseignements auprès de personnes déjà dans des fonctions de direction de structures sanitaires, sociales et médico-sociales, qui ont fait toc-toc, qui ont passé des coups de fil, voire qui ont fait des visites d'établissement. Ça, naturellement, pour nous, ça nous apporte un élément de cohérence, de solidité du projet professionnel et donc de la voie de passage que représente notre programme, qui est une assurance de plus
dans l'appréciation que nous pouvons faire lors des jurys d'admission, à la fois de la solidité des candidats en termes de capacité de suivre le programme sans se mettre en échec, mais également d'être bien certain que c'est bien le projet professionnel que l'on veut poursuivre, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, donc il ne faut pas se tromper, mais naturellement notre procédure d'admission organise des temps successifs pour permettre à nos apprenants d'être bien sûrs que nous sommes la bonne formation pour leur projet professionnel, qu'on ait la bonne paire de chaussures, de baskets ou je ne sais, autre brodequin de montagne qui va aller à leurs pieds pour faire le chemin qu'ils souhaitent. L'autre élément que nous pouvons aussi indiquer comme un élément d'appréciation très positive de la démarche de nos candidats, c'est ceux qui mobilisent le réseau des alumni que j'ai évoqué tout à l'heure, de plus de 650 alumni, et qui peuvent ainsi recevoir des témoignages très concrets. Et c'est en même temps gagnant-gagnant parce que ça leur permet également de se faire connaître de personnes qui sont des prescripteurs aujourd'hui et qui peuvent apporter des solutions de stage, voire même des contrats en alternance. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur à la fois ceux qu'on apprécie beaucoup chez les candidats, et non pas ceux que nous détestons, mais ceux que nous ne pouvons pas accepter. Quels seraient les 3 mots que nous pourrions retenir, que je vous propose de retenir pour penser à ce programme, pour en quelque sorte en afficher, en résumer les valeurs? En fait, on me pose la question de 3 mots, mais j'ai envie d'en donner 5, un peu comme les anneaux olympiques, puisque c'est quand même un grand événement que vient de vivre notre pays, non seulement les Jeux olympiques, mais les Jeux paralympiques, et comme on se préoccupe dans notre programme de questions du handicap, vous entendez que cette question m'est chère, notamment par le fait que je suis par ailleurs administrateur d'une fondation, la Fondation Mallet, qui a permis à une championne olympique, la championne olympique de la boccia, de faire une partie de sa trajectoire. C'est un sujet d'une immense fierté pour les soignants et socio-éducatifs de la Fondation Mallet que d'avoir été un moment dans la trajectoire tout à fait remarquable de cette jeune femme. Alors, quels sont ces 5 mots? Eh bien, je dirais d'abord que du côté du corps enseignant et des valeurs que nous souhaitons promouvoir, à parts égales, bienveillance et exigence. Exigence parce qu'on est dans un programme de niveau 7, le niveau 8 est le plus élevé, c'est le doctorat, et donc naturellement nous devons satisfaire à des exigences d'évaluation, des exigences pédagogiques qui sont requises naturellement par le ministère de l'Enseignement supérieur et France Compétences. Mais avec assiduité, avec engagement, et après le processus d'inscription, nous ne connaissons pas d'échec sur ce programme depuis plusieurs années. On rencontre parfois des abandons en formation, mais c'est parfois pour des raisons personnelles de toute autre nature. La bienveillance, oui, parce qu'on ne peut pas être dans le secteur sanitaire, social et médico-social par hasard. Et donc, la bienveillance, si j'ose dire, ça s'attrape quand on entre dans le secteur, et c'est tant mieux. Et c'est d'ailleurs un principe pour ceux qui vont y entrer après avoir fait cette formation. Un autre mot qui est pour nous une clé, une valeur importante dans le secteur et qui est un peu notre 3e anneau olympique, c'est l'entraide. On ne peut pas être dans ce secteur sans en mesurer les difficultés au quotidien, les surprises qui peuvent parfois survenir, et l'entraide fait partie naturellement des valeurs. Ensuite, lorsqu'on est en établissement en service, avec ses collègues de son établissement, de son groupe, mais également avec les collègues de l'environnement, de manière à se soutenir dans des moments où on peut se sentir un peu seul, ou à court d'idées, ou à court de références. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans le secteur hospitalier, social et médico-social. Et j'espère que je ne vous étonne pas, parce que c'est une très belle valeur. Après, pour nos apprenants, je terminerai avec 2 mots pour les 2 derniers anneaux olympiques, en quelque sorte. C'est l'ambition et l'humilité. Ces 2 mots ne sont pas contradictoires. L'ambition pour celle de servir et d'être au service de ceux qui servent les personnes malades et les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées ou les personnes en situation d'exclusion. Voilà, l'ambition de servir et l'humilité. L'humilité parce que être à la hauteur de cette responsabilité, eh bien, non seulement c'est une formation de haut niveau qui
peut mettre le pied à l'étrier pour y parvenir, mais c'est également, en fait, c'est ce que je peux vous dire, 40 ans pour moi après être entré dans le secteur, c'est un effort au quotidien pour se tenir à jour et rester compétent comme il se doit de l'être.